Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse de la fable de La Fontaine, le coche et la mouche. Donc d'abord, il faut étudier les étapes du récit. Donc tout d'abord, le récit parle d'un coche tiré par des chevaux qui semblent fatigués à cause de la route. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Ils s'arrêtent et à cet instant arrive une mouche qui pense que les chevaux et leur coche sont en détresse. L'attelage sué, soufflé, était rendu. Une mouche survint et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Elle se permet alors de venir les voir en pensant les aider. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. S'assied sur le timon, sur le nez du cocher. La mouche pense être providentielle au bon fonctionnement du coche, alors qu'on lui a rien demandé. Elle s'en attribue uniquement la gloire. Puis le récit avance et plus ça avance, plus elle se consacre aux chevaux et aux coches et en vient même à se plaindre car les chevaux et le coche ne semblent pas remarquer sa présence. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin. Qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. À la fin du trajet, la mouche se glorifie, pensant avoir fait un dur travail, mais la morale du fabuliste vient rompre sa gloire. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires et partout importants devraient être chassés. Donc, ça veut dire qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, comme beaucoup de gens, et finalement, ils sont pénibles. Au final, le coche et les chevaux n'avaient rien demandé et la mouche est venue les embêter, pensant qu'ils avaient besoin d'elle et s'est attribué tous les mérites sans se remettre en question. Le récit se déroule de manière assez rapide avec les mouvements de la mouche. Pique l'un, pique l'autre et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher, aussitôt que le char chemine. Les actions de la mouche se succèdent rapidement et ne laissent pas le temps au lecteur de respirer. De plus, le nom l'empressé qu'attribue le fabuliste à la mouche renforce l'idée de rapidité. La mouche donne l'impression de voler dans tous les sens sans jamais s'arrêter. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Donc ça, c'est bien sûr ironique. Elle considère le périple comme une guerre, ce qui renforce l'idée de vitesse. Un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. À la fin du périple, la mouche s'accorde une pause. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. L'ordre de respirer ne peut s'attribuer qu'aux chevaux et aux coches, mais aussi au lecteur qui va pouvoir enfin respirer car le récit touche à sa fin. De plus, les vers sont de différentes longueurs, c'est ce qu'on appelle l'hétérométrie, et ils peuvent faire penser à un vallonnement du récit, mais aussi de la route que les chevaux et le coche empruntent. Le rythme du récit est alors rapide et tout s'enchaîne successivement. On remarque bien sûr le comique de situation. Suite à la route abrupte par laquelle passent le coche et ses chevaux, dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, ils rencontrent certaines difficultés. L'attelage sué, soufflé, était rendu. Il semble épuisé par la dureté du chemin emprunté et attire les personnes aux alentours. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'utilisation de tout renforce le comique car le narrateur ne donne même plus d'identité humaine afin de faire de ces personnages des stéréotypes. Les propos de la mouche au discours indirect libre révèlent son caractère. Le lecteur accède aux pensées de la mouche, donc grâce au discours indirect libre, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. La mouche, qui veut apporter son aide suite aux difficultés apparentes du coche, rend la situation ridicule en parvenant même à s'asseoir sur le nez du cocher, ce qui ne fait en aucun cas avancer le coche avec plus de facilité, mais va plutôt gêner le cocher. La mouche s'imagine sur un champ de bataille en comparant même le coche à un char. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Alors qu'elle ne fait que embêter les chevaux, elle rend la situation héroïque et s'attribue la gloire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire.
Elle accuse même les chevaux de ne pas être assez coopératifs alors qu'ils n'ont absolument rien demandé et n'ont même pas remarqué la présence de la mouche. La mouche est orgueilleuse et pense être à elle seule la cause pour laquelle le coche avance. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. La mouche se glorifie alors qu'au final, elle n'a fait que déranger les chevaux et le coche en voletant dans tous les sens. On entend bien sûr la voix du fabuliste, donc à travers notamment l'ironie. Le fabuliste donc décrit la scène avec une exagération ironique. L'attelage sué, soufflé, était rendu. Du point de vue de la mouche, le coche et ses chevaux semblent frôler la mort suite à la rudesse de la route, parce qu'elle voit ça à sa dimension de toute petite mouche. Le fabuliste se moque de la mouche, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. L'orgueil surdimensionné de la mouche la rend ridicule, et chacune de ses actions est futile. Pourtant, elle s'acharne et persiste de croire que c'est elle qui réussit à diriger le coche et ses chevaux. Va, vient, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. Le surnom qu'attribue le fabuliste à la mouche la décrédibilise d'autant plus, et la comparaison du périple du coche à un champ de bataille rend avec amplification les faits qui sont totalement insignifiants et communs, tout à fait ordinaires. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. La mouche rend les événements glorieux alors qu'en fait, elle ne fait strictement rien de glorifiant et ne fait que perturber la route des chevaux et du coche. Donc, la morale est détachée du récit et explicite. Elle révèle clairement la pensée du fabuliste. Cela le place en position de moralisateur car il juge le comportement orgueilleux de la mouche. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires, qui s'est immiscé donc dans les affaires du coche sans que personne ne lui demande et est venu ajouter son grain de sel en fin de compte. Ils font partout les nécessaires et partout importants, c'est-à-dire désagréables, dérangeants, devraient être chassés. Alors qu'au final, la mouche aurait mieux fait de laisser le coche tranquille, car elle ne faisait que embêter les chevaux et leur coche, qui auraient pu s'emballer et causer un accident. Cela dénonce ainsi les personnes qui se mêlent des affaires des autres, sans que pourtant elles y soient invitées, alors qu'elles feraient mieux de partir et qui se permettent d'agir au risque de déranger les autres. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. You